Salut, bienvenue dans Tout sur Tout, je suis Louis, tu es Braque. Oui, jusqu'à preuve du contraire. Je suis pas trompé, on est là tous les deux. Alors, de quoi on parle aujourd'hui? On va voyager aux États-Unis, je crois, Braque? Oui, on parle de juifs américains, de restos chinois et de Noël. On dirait une blague de mon grand-père. Alors, c'est l'histoire d'un juif qui entre dans un resto chinois à Noël. Non, je rigole. En fait, c'est un sujet super intéressant. Parce qu'aux États-Unis, c'est une énorme tradition. Les juifs, à Noël, ils mangent chinois. Oui, c'est vraiment devenu une tradition pour cette communauté. Mais pourquoi chinois? Pourquoi? Je sais pas, c'est les seuls restos ouverts à Noël? Non, c'est beaucoup plus intéressant que ça en fait. Ouais, bien sûr. En fait, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est même plus une tradition juive. En fait, aller au restaurant chinois à Noël, aux États-Unis, dans tout le pays, c'est devenu une tendance pour tout le monde. Et comment on en est arrivé là? C'est ce qu'on va vous raconter aujourd'hui dans ce podcast. En fait, tout a commencé. Plongez-vous dans l'esprit dans un quartier de New York, le Lower East Side. Exactement. Déjà, il faut savoir qu'en termes de nourriture, la nourriture chinoise est très compatible avec les habitudes des juifs. Par exemple, si on prend la cuisine mexicaine ou italienne, il y a des produits laitiers mélangés avec de la viande dans tous les plats, ou presque. Alors que dans la gastronomie chinoise, c'est quasiment jamais le cas. On pouvait trouver du riz, des légumes. Voilà, c'est un premier point. En gros, il était plus facile de trouver des alternatives cachères dans des restos chinois. Ouais. Bon, aujourd'hui, c'est devenu plutôt facile de trouver des restos cachers. Depuis, on va dire, les années 50, l'industrie alimentaire, elle a réalisé que la communauté juive était assez nombreuse et que c'est devenu un marché florissant. C'est pour aider, mais il y a aussi le business derrière. Mais avant ça, les restaurants chinois étaient l'un des seuls endroits des États-Unis où, en gros, une personne juive pouvait aller manger cachère et elle était sûre que c'était nickel. Mais c'est pas tout. Il se trouve qu'en fait, il y a quelques points communs entre les traditions culinaires juives et chinoises. Dans les deux cultures, il y a beaucoup de plats aigre-doux. Et il y a aussi les boulettes juives, les boulettes de Shabbat, qui ressemblent pas mal aux dim sum. Et aussi les crêpes, les blins, qui sont un peu comme les crêpes chinoises. Donc voilà, tout ça pour dire que les juifs qui venaient de débarquer à New York, ils étaient pas complètement perdus, quoi. Quand ils allaient manger chinois, ils avaient des bases. Voilà, c'est un début d'explication. Et il y a une femme qui s'est penchée sur la question et qui nous en a dit un petit peu plus. Alors attention, elle a un nom génial. Et c'est pas une blague. Son nom, c'est Jennifer Eitley. Quand je dis 8, c'est 8 en anglais. Le chiffre 8, son nom se lit Jennifer Willy. Mais c'est pas un film, ça? Jennifer 8? Oui, c'était qui déjà Jennifer 8? C'était Uma Thurman, non? Uma Thurman. Voilà. Franchement, c'est trop drôle. Mais bref, elle a pas qu'un nom rigolo, Jennifer Whitley. Elle est journaliste et elle a écrit un livre sur tout ça. Et elle donne encore une autre explication. Au début du XXe siècle, les Juifs et les Chinois étaient les deux plus grands groupes d'immigrants non chrétiens aux États-Unis. Et ils étaient principalement regroupés à Manhattan, dans le quartier Lower East Side. Et elle pense que ça, évidemment, ça a beaucoup joué aussi. Mais aussi que cette anecdote des Juifs qui vont manger chinois illustre bien l'histoire de l'immigration aux États-Unis sur le vivre ensemble et tout ça. Et c'est très positif. Ouais, c'est vraiment ça, c'est chouette. Beaucoup de gens pensent que, comme je l'avais dit en intro, que les Juifs allaient manger chinois parce que tous les autres restos étaient fermés à Noël, genre les dimanches et les jours fériés chrétiens. Donc oui, c'est vrai que si vous étiez juif et que vous vouliez faire un petit resto à Noël, vous aviez pas trop le choix. Le resto italien il était fermé parce qu'il fêtait Noël, les pubs irlandais ils étaient fermés parce qu'ils fêtaient Noël. Alors bon, il restait le chinois. Mais en fait, c'est beaucoup plus profond que ça. Oui, en fait, un autre truc important, c'est aussi que les Chinois n'avaient pas d'historique de racisme envers les Juifs. Et c'était loin d'être le cas de tout le monde. Par exemple, il pourrait y avoir eu une réputation dans certains restaurants italiens new-yorkais au début du XXe siècle, comme quoi ils étaient pas forcément super accueillants pour les Juifs. Ouais, et je dirais même plus, même si t'étais le bienvenu en tant que Juif dans un resto italien, la religion, elle était partout. Il y avait des madones, des croix, Jésus avec sa couronne d'épines qui pleure des larmes de sang, enfin, le genre de truc un peu malaisant quand t'es pas de la religion. Donc on peut comprendre qu'ils se tournaient plutôt vers des restos chinois, là ils étaient peinards. Oui, voilà, je dis pas que les Italiens étaient forcément hostiles aux Juifs, mais bon, la religion était très présente. Ouais, c'est ça. Au moins, chez le Chinois, ils devaient pas penser à tout ça. Et pas que les Juifs, d'ailleurs. Les Noirs aussi étaient très bien accueillis dans les restaurants chinois et ils discriminaient personne. Tant que tu pouvais payer ton repas, en fait, t'étais le bienvenu. Oui, c'était des endroits sympas et accueillants. Et dès les années 1930 environ, les livres de cuisine juifs ont commencé à intégrer des versions américanisées de plats chinois célèbres, comme les œufs fuyung et le chop suey. Et le temps est passé, le Lower East Side a commencé à s'étendre, les Juifs ont déménagé, ils se sont déplacés dans d'autres quartiers en banlieue et les restaurants chinois les ont suivis parce qu'ils savaient que c'était une clientèle importante pour eux. Ouais, c'est vraiment fou. Aujourd'hui, pour vous donner un peu une ordre d'idée, il y a dans les 40 000 restaurants de cuisine chinoise aux États-Unis. Pour comparer, il y a que 14 000 McDo. Donc je répète,
40 000 restos chinois, 14 000 McDo. C'est bien la preuve que la grosse communauté juive du Lower East Side de New York a en quelque sorte attiré les restos chinois avec elle. Oui, et du coup, il y a toujours eu une sorte d'amitié entre les communautés juives et chinoises. Ils habitaient dans le même quartier, leurs enfants jouaient ensemble, bref, une belle relation. Ouais, ça fait plaisir. Et du coup, les Américains, qui étaient pas juifs, ils se sont dit « Hey, ça a l'air pas mal leur truc, moi aussi je vais essayer ». Et c'est comme ça que la tradition de manger chinois à Noël, en fait, elle s'est généralisée à toute la population. Et je crois que les statistiques le confirment, non ? Oui, bien sûr. On voit sur les moteurs de recherche que les requêtes liées à la nourriture chinoise grimpent de 152% le jour de Noël. Ouais, pas mal, hein ? Ok, bien résumé. Et toi aussi, t'as mangé chinois en préparant cet épisode ou pas ? Et tu sais quoi ? Oui, et c'est pas une blague. Ça m'a donné trop envie, j'ai commandé un chop suey. Ah, j'ai jamais goûté. C'est quoi en fait ? C'est bon ? Ah mais c'est quoi ? Mais ouais. En fait, ça mériterait un épisode entier de tout sur tout. Je vais en écrire un si tu veux. Apparemment, ça veut dire les restes. Donc à l'origine, c'était des restes d'un peu tout mélangé, tu vois. Ouais. Et oui, ça donne un truc qui est délicieux. Oh là là, bah, ça a l'air trop cool. Et bah quoi, tu sais quoi, on pourra faire ça. Yam. Bon, en tout cas, pour vous, quand on avait marre des repas de famille avec le tonton qui a des idées géopolitiques gênantes au bout de la table, le cousin ou la cousine qui fait tout mieux que vous, les éternelles anecdotes de votre grand-père et les blagues comme le mien, j'ai la solution pour le prochain Noël. Allez manger chinois. Voilà. Vous serez bien accueillis, donc vous pouvez payer. Voilà, c'était tout sur les juifs qui mangent chinois à Noël. Salut. L'épisode du jour a été écrit par Josh Clark et Chuck Bryant, traduit par Nathalie Durand-Magne et produit par Noah Hamar. Il est présenté par Braque et Louis, tous les deux animateurs sur Énergie, et tout surtout Culture Générale et un podcast Énergie et iHeart Podcast. C'est l'adaptation française du podcast le plus écouté au monde, le podcast américain Stuff You Should Know. Tous les épisodes sont retrouvés sur énergie.fr, rubrique podcast, sur l'app Énergie et sur toutes vos applications d'écoute préférées.